Regardez notre arbre. Dessus, il y a les photos de tous les enfants qui vivaient dans le centre pendant l'occupation. Le directeur de cet orphelinat en banlieue de Kherson accueillait il y a peu une cinquantaine d'enfants. Aujourd'hui, leurs chambres sont vides et silencieuses. Quelques semaines avant la libération de la ville, 15 d'entre eux ont été emmenés de force par les Russes. Leur objectif, d'après la propagande russe, c'est d'envoyer ces enfants à l'école militaire pour leur apprendre à défendre la Russie. Pour éviter que tous ne subissent le même sort, Volodymyr a organisé la résistance avec la complicité de ses collègues. Il nous emmène chez Alina. Malgré le danger, cette jeune femme a recueilli 3 orphelins dans son appartement. C'était risqué pour les enfants et pour les travailleurs du centre. Si quelqu'un avait su que nous les cachions chez nous, ils auraient été emmenés en Crimée et nous emprisonnés dans un sous-sol. Aujourd'hui, Misha, Katia et Vlad mènent une vie normale et ils ont conscience d'avoir eu beaucoup de chance. Que ressens-tu à l'idée d'être toujours en Ukraine? La liberté! À Kherson, d'autres Ukrainiens ont risqué leur vie pour protéger des enfants. Dans cet hôpital, dirigé pendant plusieurs mois par l'occupant, les médecins du service de réanimation ont mis au point une ruse pour tromper l'administration. Nous avons écrit dans tous les documents que les enfants avaient besoin d'un respirateur artificiel alors qu'ils respiraient très bien par eux-mêmes. Personne ne s'est rendu compte que c'était une simulation. Un secret bien gardé qui a permis d'empêcher la déportation en Russie de 5 nouveau-nés. Des tout petits bébés qui sont mis dans des couveuses, des fausses couveuses pour évidemment les soustraire à l'intention des Russes de, on ne peut pas appeler ça différemment, non, vol des enfants. Oui, et là on parle d'orphelins, mais il y a eu aussi les cas en fait, de colonies de vacances qui ont été organisées dans les zones occupées par les Russes en disant on va éloigner des bombardements et de la guerre vos enfants, donc confiez-les nous. Ils partent en colonie de vacances et ils ne sont jamais rentrés. Donc il y a cette volonté. Il faut rappeler que la démographie en Russie n'est pas explosive, c'est le moins qu'on puisse dire, et que récupérer un certain nombre de jeunes enfants, etc., contribue au renforcement de la situation démographique russe. Alors, dans ce reportage, il y a ce qui est solaire, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut appeler des justes, un peu fort, mais enfin, c'est quand même ces Ukrainiens qui prennent des risques pour éviter que les enfants soient déportés, volés. Et puis, il y a voilà, cet arbre qui représente 15 enfants qui ont été pris. On imagine les militaires qui viennent se servir, on en prend 15, on les envoie en territoire russe. Il y a même un enregistrement de Kadyrov de début de la guerre où il était déçu qu'il était arrivé trop tard dans un orphelinat près de Kiev. Actuellement, la propagande russe affirme qu'il y a 150 000 enfants libérés qui seraient arrivés dans des familles adoptives en Russie. Et il y a des cas quand, par exemple, les enfants adoptifs ont été enlevés d'une femme. Son malheur, c'était qu'il n'était pas là le jour où la guerre a commencé. Il était justement en France. Et elle a pu les récupérer, mais avec beaucoup de difficultés. Les Russies lui disaient que de toute façon, ce n'étaient pas les enfants à elle. Donc oui, visiblement, c'est une stratégie. Il faut faire plus d'enquêtes comme celle-ci. Oui, c'est un beau reportage d'Hélène Benet et Charlotte Lefebvre qui encore une fois, qui touche du doigt la réalité. Oui. En termes de droit, c'est un crime de guerre quand vous arrachez les enfants aux parents et quand vous les déportez. Ça, c'est un crime de guerre, c'est très clair. Sur l'orphelinat, ce qui m'a frappé, c'est que dans l'esprit des Russes, il s'agissait de les arracher à la culture ukrainienne. Le premier intervenant, il parlait pas russe, il parlait ukrainien, pour autant que j'ai compris. Et donc, en fait, l'idée, c'est de les plonger dans la culture russe, alors que, en fait, normalement, les Ukrainiens et les Russes, c'est un seul peuple, et les orphelins, on va les transporter d'un orphelinat ukrainien à un orphelinat russe. Donc, autant c'est évident quand c'est un crime de guerre, quand on arrache la colonie de vacances, autant pour l'orphelinat, il y a une manœuvre politique, on se dispute des orphelins, ce qui est quelque chose de terrible, c'est une dispute civilisationnelle en quelque sorte. Mais pourquoi vous faites un distinguo avec le crime de guerre ?
Parce que je ne suis pas sûr qu'en droit international, le fait de transporter des orphelins... Parce qu'ils ne sont pas arrachés à des parents. Ils ne sont pas arrachés à des parents. Je ne suis pas sûr que ça soit en droit international un crime de guerre, juridiquement. Là, vous prenez un orphelinat et vous... Ce sont des Ukrainiens, ce sont des enfants qui sont nés sur le sol ukrainien, qu'un pays différent, alors en l'occurrence ennemi... arrache, déporte, sans demander aucune autorisation. Je comprends, parce que le crime de guerre, c'est une qualification très particulière. Hein. Alors, ce sera de toute façon un crime. Oui, de toute façon. Par quelques bouts qu'on prenne ces opérations, c'est de l'ingénierie ethnique. Voilà. Qui est liée à des points idéologiques fondateurs de l'opération déclenchée contre l'Ukraine, puisque dès le début, Vladimir Poutine, dans son discours du mois de juillet de l'année précédente qui a justifié tout cela en 2022, donc c'était en juillet 2021, a expliqué que partout où le peuple russe, où il y avait des russophones, rayonnait le peuple russe, etc., parce que le trauma originel de l'Ukraine, ou le trauma originel tout court, dont la génération de Poutine a été le témoin, c'est qu'en une nuit d'indépendance en 1991, en une seule nuit, la nuit où les autres républiques se sont déclarées sécessionnistes indépendantes, la Russie a perdu 25 millions de locuteurs russophones. Et on comprend très bien ce qui s'est passé, mais pour les idéologues du Kremlin actuel, c'est une véritable saignée. Alors, moi, je ne soutiens pas ça. J'essaie juste d'expliquer que ces gens-là, un type comme Surkov, par exemple, qui est le héros du formidable livre de Giovanni da Empoli, Le Mage du Kremlin, Surkov, qui a été l'idéologue de Poutine jusqu'à voir son étoile un peu pâlir récemment, développer des points de vue de cette nature-là. C'est-à-dire, il faut augmenter, n'est-ce pas, à la fois l'espace vital et la masse ethnique du peuple russe. Et ça, c'est quelque chose d'assez choquant, parce que ça évoque quand même le passé, la Deuxième Guerre mondiale, etc. C'est quand même très, très violent. Et on considère qu'il y a au moins 2 millions de gens qui ont été déplacés dans les zones de combat, qu'occupent les Russes à l'heure actuelle, pour être déplacés sur le territoire russe. Honnêtement, ce sont des crimes, je ne sais pas très bien comment il faut les qualifier, mais sur lesquels il va falloir statuer. Et vous parlez effectivement de la saignée, vous apportez des éléments de rationalité qui peuvent expliquer. Il y a un caractère tellement inhumain en tant que tel, mais au-delà, parce qu'il y avait des enfants handicapés dans cet orphelinat. Bien sûr. Eh bien, ils n'ont pas été pris. C'est pas seulement ethnique, comme tri, si je puis dire. C'est pour ça que je parlais d'ingénierie ethnique. Quelque part, ça évoque le régime nazi, incontestablement. Il y a des pratiques similaires. Et Hélène Bonnet nous disait, et ça, j'aimerais que vous nous expliquiez, Anastasia, le directeur a caché volontairement des enfants, il a fait en sorte de trouver des familles qui pouvaient l'aider, etc. Il se souvenait des déportations à partir de 2014 dans les territoires occupés par les Russes, parce qu'il y en a eu. Il l'avait en mémoire très fraîche. Oui, ça nous montre bien que c'était déjà le conflit international dès le début, que la Russie mentait depuis 8 ans. Poutine a changé même la loi russe pour pouvoir adopter ses enfants plus facilement, parce qu'ils sont quand même des citoyens ukrainiens, et avant, la procédure juridique d'adopter un étranger était différente. Maintenant, c'est très facile de les rendre russes. Et ensuite, ils sont placés dans des familles adoptives. Il y a des enfants qui sont déjà, qui ont 9 ans, qui parlent que ukrainien. Ils se retrouvent en Sibérie, dans une école russe. C'est vous êtes de Sibérie, vous, hein? Oui, mais j'ai lu dans la presse. Oui, non, mais... Ils se retrouvent dans une école russe où, en plus, on leur explique que tout ce que vous avez appris avant, il faut oublier. Il y a des cas quand ces enfants-là sont agressés. C'est la rééducation, Anastasia. Qui leur disent, vous êtes des enfants des nazis, donc c'est la rééducation à la bizutage, au ça bizutage rappelle scolaire un aussi. peu ce que faisait l'Empire ottoman avec les janissaires. Oui. Les janissaires, c'était des troupes d'élite qui parcouraient les routes et qui étaient des chrétiens qu'on allait piquer, des enfants chrétiens qu'on allait prendre dans les villages chrétiens. On les convertissait de force à l'islam et on en faisait des soldats d'élite. Et là, il y a une certaine... Nous sommes en 2022, Jean de Lignastine. Et oui. Vous dire qu'on n'a pas fait toujours de progrès
Loin s'en faut. Il faut relire le merveilleux livre d'Ivo Andrić, Le pont sur la Drina, qui raconte très bien ça, qui raconte ces janissaires et qui reviennent d'ailleurs pour construire un pont sur la Drina, justement pour lier les communautés et ne plus être dans la situation dans laquelle ils étaient, pris à 6 ou 7 ans, en fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un point sur lequel on voulait s'arrêter aussi, parce que la guerre, on parle des bombardements, évidemment, on parle des victimes, mais ça, ce sont évidemment des petites victimes aussi qui ne peuvent absolument pas se défendre et qui sont rééduquées, dont on fait un reset avec leur cerveau. Les 15 enfants dont on parlait dans le reportage, dont Hélène Bonnet et Charlotte Lefettet nous parlaient, auraient échappé finalement à la Russie et seraient en Géorgie, mais le directeur de l'école n'a pas voulu en dire plus. Donc il y a quand même des éléments d'espoir en ce qui les concerne. Merci à tous les quatre. C'était passionnant. En plus, un conseil de lecture. Répétez le livre qu'il faut qu'on lise pour tout connaître sur les Andrić, Le pont sur la Drina. Vous l'avez lu tous les trois? Oui. Pas moi. Alors, vous voyez, Anastasia, on a de quoi faire. Merci infiniment.